Philippe Béchade, vous allez commencer puisque vous estimez visiblement qu'il faudrait changer le prénom de Christine Lagarde et l'appeler Alice, puisqu'elle est pour vous Christine Lagarde au pays des merveilles. Nous avons perdu Philippe Béchade. Non, 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 j'attendais la fin de votre question. La question est donc, est-ce que Christine Lagarde est bien Alice au pays des merveilles? On est dans un monde financier qui effectivement est un monde à la Lewis Carroll. Maintenant, nous avons Christine Lagarde qui va croiser le bestiaire d'Alice, le lièvre de Mars, le chapelier fou. Alors le chapelier fou, je pense que c'est Jérôme Powell. Nous aurons également le chat de Cheshire. Alors, je verrais bien Jeannette Yellen avec sa petite bouille ronde et la reine de cœur qui veut qu'on décapite tout le monde, c'est-à-dire en fait tous les vendeurs à découvert. Donc Christine Lagarde, elle, en fait, son symbole aujourd'hui, c'est la chouette d'Athéna, symbole de la vigilance. J'espère que ce ne sera pas le symbole de la terreur nocturne. Mais pour l'instant, Christine Lagarde devrait vivre une année 2021 où elle fera certainement beaucoup parler d'elle, puisque quand vous écoutez les divers commentaires de tous les économistes, de tous les stratèges des marchés, eh bien, on ne parle que d'elle pour pallier, par exemple, des retards malencontreux sur la mise en route du plan de relance de 750 milliards d'euros de l'Europe. Alors, c'est un plan absolument colossal et fabuleux, sauf qu'il représente à peine le quart de ce que les Américains ont déjà mis sur le tapis, et ça en représentera peut-être le 8e si Joe Biden, s'il est élu, peut faire aboutir son nouveau plan qui a été reboosté. On parle maintenant de 3 000 milliards et pas de 1 800 pauvres milliards. Ça a négocié pendant 2 mois pour ne pas aboutir, peut-être parce que le montant n'était pas assez important. Peut-être que 3 000, ça passera. Voilà. Donc, pendant que les Américains vont faire tourner la planche à billets, eh bien, la BCE va devoir faire face à des besoins de financement de nombreux pays européens. Avec ou sans d'ailleurs ce plan de relance fabuleux de 750 milliards, dont 390 milliards de dettes mutualisées. On est évidemment très loin des besoins. Alors, tout à l'heure, je détaillerai un petit tableau. Alors, je vous prie de m'excuser tous ceux qui nous suivent. J'aurais aimé l'afficher, mais je vous le décrirai, qui montre quels seront les besoins des entreprises, notamment françaises et espagnoles, puisque malgré les mesures mises en place pour contrer les effets de la crise du Covid sur les chiffres d'affaires et sur les profits, on va s'apercevoir que la France et l'Espagne sont très loin du compte. Alors ça, vous ne l'entendrez évidemment pas sur les médias français. Vous n'arrêtez pas d'entendre qu'on a mis en place en France le plan le plus ambitieux de soutien aux entreprises. Eh bien, en Allemagne et au Royaume-Uni, on ne se vante pas d'être très ambitieux, mais grosso modo, on va dire que le reste à charge des entreprises britanniques et germaniques sera de 5%, alors que pour les entreprises françaises et espagnoles, on n'est pas loin de 45%. Donc, les entreprises vont demander beaucoup d'argent auprès de leurs banques centrales. Et ces banques centrales, la BCE donc en l'occurrence, va forcément imprimer tout l'argent nécessaire. Alors je voulais faire un petit point justement sur le bilan de la BCE, avant même que Christine Lagarde n'ait appuyé sur le bouton de l'imprimante. Donc actuellement, on est autour de 6 550 milliards d'euros. Donc pour comparer avec le bilan de la Fed, je vous fais rapidement la conversion. La Fed est à 7 200 milliards de dollars et la BCE est maintenant à un peu plus de 7 350 milliards de dollars. Donc le bilan de la BCE maintenant, c'est 61% du PIB européen.
et la BCE détient 21% des émissions obligataires. Mais attention, il s'agit bien de 21% de tout ce qui existe comme dette obligataire non échue. Mais si on zoome et qu'on regarde l'action de la BCE sur les 9 derniers mois, elle achète carrément 100% des émissions de tous les pays du Sud. Et on peut mettre la France dans le lot. Et elle achète même 110% en fait des émissions, puisqu'elle rajoute également des achats de dettes corporate. Et c'est ces fameuses dettes corporate que j'évoquais lorsque je vous disais que les entreprises françaises, et je parle surtout des small cap, des mid cap, vont avoir d'énormes besoins de capitaux. Alors, les grandes entreprises, en revanche, celles du CAC 40 et du SBF 120, je vais rassurer tout le monde, leur matelas de cash est pratiquement le plus élevé de l'histoire. Il est tellement important, ce matelas de cash, avec les PGE notamment, eh bien, figurez-vous que beaucoup d'entreprises qui ont souscrit ces PGE et qui n'en auront pas besoin, eh bien, comme elles le savent plus ou moins, elles ont déjà commencé à racheter leurs titres. Donc, je ne sais pas si vous comprenez la portée de ce que je vous dis. Les PGE qui sont destinés théoriquement à des entreprises en détresse, ces PGE servent à racheter des titres et à alimenter la hausse de la bourse pendant que les PME, elles, sont en train, comme on dit, de crever la gueule ouverte. Voilà. Donc, on peut imaginer tout de même que les gouvernements mettront en place de nouvelles mesures d'exonération, etc. Mais surtout, demanderont à la BCE d'avancer aux banques tout l'argent autant que nécessaire pour permettre aux entreprises de survivre. Voilà, mais on ne sait pas effectivement si ça sera fait dans les temps. Avant de céder la parole à Olivier, je voudrais également préciser que l'on entend parler de façon de plus en plus fréquente de la mise en œuvre d'une monnaie européenne numérique. Alors, je rassure tout de suite, il ne s'agit pas de mettre en place immédiatement une sorte de giga blockchain européenne sur le modèle chinois. On n'en est pas encore là. Mais le pas a été franchi, qui est de dire que désormais la Banque centrale européenne, et donc là on en reparlera tout à l'heure, parce qu'il faudra bien revenir sur le rôle de Christine Lagarde, eh bien la Banque centrale européenne pourrait très très bien être la sorte de chambre de compensation globale par lequel chaque citoyen européen peut régler ses dépenses avec une monnaie numérique en s'affranchissant de l'intermédiaire des banques classiques, des banques de détail, mais également des organismes tels Visa, Mastercard et autres Amex. On va dire que le modèle aujourd'hui, c'est un petit peu PayPal et la BCE pourrait peut-être devenir une espèce de super PayPal. Mais ça serait peut-être même, là non plus une Lagarde Alice au pays des merveilles, mais une Lagarde Mère Noël, puisqu'elle pourrait également, grâce à cette monnaie numérique, distribuer de l'argent directement sur les comptes. Voilà, donc une version un petit peu plus sophistiquée de l'hélicoptère monnaie. Donc, j'essaie, vous voyez, de poser quelques jalons, de mettre quelques pistes pour l'année 2021. Et je vais céder la parole à Olivier en disant que pour l'instant, l'optimisme est tel que je ne trouve personne, et on s'en parlait avec Olivier il y a quelques instants, je ne trouve plus personne pour prévoir des marchés qui ne gagneraient pas au minimum 15 ou 20% en 2021. Donc, dans ces conditions, vous comprendrez évidemment que des actifs refuges comme l'or soient temporairement délaissés, mais j'expliquerai tout à l'heure que c'est probablement très temporaire. Merci pour cette intervention, Philippe. On va passer peut-être au complément par Olivier Delamarche. Il est toujours avec nous. J'imagine que oui. Je suis là. Voilà. Et vous, Olivier, vous êtes plus sur vous allez nous parler plus d'une vision au niveau des États
et de la transformation des États ou de l'évolution des États, du risque d'évolution des États? Alors, pas que des États sur les banques centrales, enfin le mouvement est général, les banques centrales y participent. Il y a quelques années, sur BFM, je disais que toutes les banques centrales étaient en train de se japoniser. Et évidemment, j'avais des petits sourires en coin en face de moi qui disaient « mais qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là ?» Mais le fait est que toutes les banques centrales se japonisent aujourd'hui. Elles achètent tout, comme vient de le dire Philippe, que ce soit des obligations d'État, que ce soit des obligations privées, corporate, et des actions et des ETF. Donc c'est un grand mouvement qui a été initié d'ailleurs il y a déjà un moment, hein, ça dure depuis 2009, pardon, et ça ne s'est jamais arrêté. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça ne peut pas s'arrêter. Ce genre de mouvement est un mouvement qui ressemble au mouvement perpétuel. On a inventé le mouvement perpétuel des banques centrales qui fait que quand vous avez commencé, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout. Et le jusqu'au bout, on est en train de le voir, s'accélère énormément. C'est comme de la drogue, hein. Vous êtes obligé à chaque fois d'avoir une dose un petit peu plus forte si vous ne voulez pas retomber. Donc, c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, les banques centrales se sont totalement japonisées, que ce soit la Fed, que ce soit la Banque de Chine, que ce soit la BCE, que ce soit la Banque d'Angleterre. Allègrement, elles rachètent tout. Et je vous dis, même des actions, ce qui, a priori, n'est quand même pas le rôle d'une banque centrale. Donc, on a cette phase de japonisation qui dure depuis un petit moment. Et puis, il y a une phase qui, à mon avis, est beaucoup plus inquiétante aujourd'hui, qui s'est mise en place, hein, qui est une phase de soviétisation des économies. Et la phase de soviétisation des économies, c'est, alors déjà, vous avez quand même pu constater que les deux pieds nickelés qui sont à la tête du gouvernement aujourd'hui, c'est-à-dire en la personne du président Macron et de monsieur Castex, décident de tout seul dans un bureau et vous privent du maximum de liberté. Hein. Aujourd'hui, c'est Jacques a dit à la maison, tout le monde va à la maison, Jacques a dit met un masque même à la maison et vous mettez un masque tous à la maison. Et puis Jacques a dit si tu sors et que tu n'as pas de masque ou pas d'attestation, c'est 135 balles. Bon, donc on est dans un régime soviétique pur de privation des libertés et une dictature, alors encore molle, bien que les dernières images des tabassages en règle par la police peuvent laisser penser à quelque chose d'un petit peu plus dur qu'une dictature molle. Et puis, vous avez une soviétisation aussi de l'économie. La soviétisation de l'économie, c'est même aux États-Unis, d'ailleurs, c'est ça qui est assez amusant, qui est quand même censé être le plus grand pays capitaliste au monde. Vous avez Monsieur Trump, et puis peut-être demain Monsieur Biden, mais de toute façon, ils suivront la même politique, qui vous annonce clairement qu'ils soutiennent, par exemple, le secteur du pétrole de schiste en achetant toutes les sociétés, en les soutenant, en donnant de l'argent, etc. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que petit à petit, tous les salariés des boîtes vont recevoir leur chèque de qui ? De la Banque centrale ou du gouvernement. Donc, et on glisse petit à petit. Vous allez voir, d'ailleurs, la question commence à être débattue au Sénat actuellement. C'est l'histoire de la rémunération universelle, du salaire universel. Eh bien, c'est l'aboutissement de cette soviétisation, c'est-à-dire que vous recevrez votre salaire non pas parce que vous avez fait quelque chose, produit quelque chose, parce que vous êtes salarié d'une entreprise. Non, vous l'aurez de façon universelle, payé par l'État.
Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'État a la main sur vous. Il a le droit de vie ou de mort sur vous. Il vous distribue votre salaire. Puis si vous n'êtes pas gentil ou si vous acceptez pas de vous vacciner, par exemple, eh bien, vous n'aurez pas de rémunération. Donc, on est dans ce qu'avaient espéré ou inventé les soviétiques, mais ils en étaient très loin du niveau actuel. Ils en auraient rêvé. Et nous, on l'a fait. Ce qui doit faire en ce moment, je pense, bien marrer les Russes qui, au final, resteront peut-être le dernier pays capitaliste au monde. Et pendant que tandis que tous les autres pays seront pas sur la voie de la soviétisation, seront complètement soviétisés. Et puis il y a un dernier, je dirais, peut-être Olivier qu'on le fera le dernier point, on le fera après la deuxième intervention. Donc vous voyez que le système s'est mis en place. Vous voyez que aujourd'hui, on a des banques centrales qui sont en roue libre complète, c'est-à-dire que il y a plus d'histoire de on fait un petit peu attention à ce qu'on fait, on va pas forcément donner de l'argent à tout le monde, etc. Là, on est dans une histoire où quel que soit le prix, c'est-à-dire ça, je l'avais écrit il y a déjà plusieurs années en disant le jour où il y a un pépin, évidemment, j'avais pas prévu que il y aurait le Covid, j'ai pas de boule de cristal, et donc, mais j'avais dit le jour où il y a un pépin quelconque qui arrive, qui font plonger les pays en récession, eh bien, vous verrez que les banques centrales, ça sera du all-in. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas en fait de règles. Il n'y a pas de règles mathématiques qui vous disent que, au-delà d'un certain point, au-delà d'un certain actif, au-delà d'une certaine masse monétaire produite, eh bien les choses s'écroulent. Donc il n'y a pas de formule comme ça. Donc ça veut dire que il n'y a rien de gravé dans le marbre. Vous pouvez, si demain je vous dis l'actif de la BCE sera au niveau du PIB européen, et alors est-ce que je vais avoir des réponses? Est-ce que si je fais un espèce de micro-trottoir, vous allez tous vous arracher les cheveux quand je vais vous dire ça? Non, pas du tout. Vous allez me dire, bah oui, et alors? Qu'est-ce qui se passe? Le Japon, je vous rappelle, a 110% de son PIB dans le bilan de sa banque centrale. Donc, on peut, sur le papier, on peut aller encore très, très loin. On peut imaginer que la banque américaine, la Fed, se retrouve avec 22 000 milliards ou 24 000 milliards au bilan de sa banque centrale. Pourquoi pas? Alors, le pourquoi pas a tout de même une limite. La limite, c'est vous. La limite, c'est nous. C'est nous collectivement qui, à un moment, perdons confiance dans les États, perdons confiance dans la monnaie, perdons confiance dans la banque centrale, et à ce moment-là, votre billet de 50 €, il en faut 100 pour vous acheter un teint. Voilà. Donc, mais malheureusement, il est évident que vous n'avez absolument, ni moi, ni personne n'a la date du moment où ça va se faire. La seule chose qu'on peut vous dire, et là, je rebondis sur la fin de ce que disait Philippe Béchade. Là, aujourd'hui, vous avez eu, sur les 2 dernières séances, un petit repli sur le métal préféré d'Ocoffre, qui est l'or, avec ce que font les banques centrales, et où je vous dis qu'il n'y a ni limite dans la quantité, mais ni limite non plus dans le temps. Eh bien, vous pouvez être certain que les actifs réels vont continuer à avoir une longue vie devant eux. Et une longue vie dorée, si je peux m'exprimer ainsi. Justement, Philippe Béchade, on va voir avec vous le rôle de la Banque Centrale Européenne dans ce risque-là, ou dans cette affaire-là, comme elle est présentée par Olivier. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que Christine Lagarde vienne d'annoncer qu'elle flécherait finalement
ces aides au crédit des banques, est-ce que c'est nouveau, c'est-à-dire que la Banque centrale se met à faire de la politique, elle dit OK pour les crédits sur la transition écologique et pas OK pour le reste. Est-ce que ça c'est nouveau et est-ce que ça c'est quelque chose qui vous interpelle? Alors ça, le fléchage des flux de la Banque centrale vers certains secteurs économiques, industriels et certaines thématiques comme l'ISR, cela a été théorisé et ça a été largement discuté lors du dernier forum de Davos. Donc, quand on parle de grand reset, tout le monde derrière voit le grand complot que je ne vais pas développer puisque moi je vais rester très factuel. Le grand reset tel qu'il a été commenté par Christine Lagarde, c'est bien un grand reset de déplacement de tectonique des plaques en matière d'investissement vert. Donc, on va peut-être voir émerger un grand continent vert. On voit déjà que sur le secteur obligataire, la demande d'émissions, enfin de souscription pour les émissions d'entreprises qui se disent vertes et ISR, le surcroît de demande est maintenant de 20 ou 25% par rapport à une émission classique. Je vais rouvrir une toute petite parenthèse en ce qui concerne l'absence de référence théorique sur la taille du bilan d'une banque centrale. Le Japon est à 121% du PIB. Mais comparaison n'est pas raison, puisque c'est une dette autodétenue, alors que les émissions européennes sont détenues par des investisseurs internationaux, des grands fonds, des BlackRock, des Vanguard, des Berkshire Hathaway. Donc là, pour l'instant, on a une dette qui est assez ouverte. On va dire qu'il y a peut-être encore une forme de prix marché. La dette japonaise, il n'y a pas de prix marché puisqu'il y a un acheteur et un acteur unique qui est la Bank of Japan. Mais est-ce que ce n'est pas cela que Christine Lagarde a en tête, devenir l'unique acheteur de toutes les dettes, pas seulement les dettes souveraines, mais également les dettes corporate, et à partir du moment où elle décide ce qu'elle achète ou ce qu'elle n'achète pas, elle décidera donc d'inonder de liquidités une entreprise qui dit « je vais améliorer mon bilan carbone de 5, de 10, de 15% dans les 2 ou 3 prochaines années » et elle condamnera à la disette complète des entreprises qui n'iraient pas assez vite, justement, dans ce processus de transformation. Donc, Olivier a raison, et vous avez raison. La Banque centrale, aujourd'hui, elle fait de la politique. D'ailleurs, même sans Christine Lagarde, elle en faisait déjà en décidant de ne pas soutenir la Grèce en 2010-2011. Une banque centrale qui, par-dessus les politiques budgétaires des États, finance directement et à discrétion telle ou telle entreprise parce qu'elle apparaît ou non vertueuse. Après ça, il restera à définir ce qu'est une entreprise vertueuse. Et là, on est devant un débat philosophique, éthique abyssal. Parce qu'après tout, une entreprise qui veut se verdir, c'est bien. Mais si jamais elle opère dans ce qu'on appelle des dictatures, par exemple, décider que toutes les entreprises qui travaillent en Turquie, on va peut-être leur donner moins d'argent parce que ce n'est pas très éthique aujourd'hui de travailler avec la Turquie ou avec la Russie, naturellement, ou d'autres exemples que vous connaissez tous, comme l'Iran et d'autres pays qui sont sur la liste noire américaine. Donc, la Banque centrale, oui, elle fait à la fois et de la politique et elle se substitue au marché, puisque lorsqu'il n'y a plus qu'un seul acheteur qui fait le prix, je ne dis pas que la Banque centrale fixe la valeur, parce qu'il n'y a plus de valeur dans des actifs complètement surévalués. On est en bulle absolument partout. Donc, quand une banque centrale fixe de façon totalement souveraine et sans contre-pouvoir, quand elle fixe le prix de toute chose, il suffit que
les amis de la Banque centrale soient bien avertis de ce que la Banque centrale va acheter pour gagner à tous les coups, absolument à tous les coups, et sans risque de correction, puisque ce n'est pas le marché qui fait le prix, donc vous n'avez pas une banque centrale qui va laisser les prix rebaisser, que ce soit les dettes souveraines, les dettes corporate ou même les marchés d'actions. Alors tout récemment, vous avez vu que sur la dernière accélération haussière des bourses mondiales vers de nouveaux records absolus, eh bien, il y a eu un petit temps de correction sur l'obligataire qui a duré 48 heures, 9 et 10 novembre. Et depuis qu'il y a eu cette grande rotation sectorielle de la growth vers la value, eh bien, vous vous apercevez que les marchés obligataires se sont remis à progresser et ont maintenant dépassé leur niveau de valorisation d'avant le 9 novembre. Autrement dit, en ce moment, tout monte absolument en même temps. Or, quand vous avez un marché qui est très ouvert au risque, vous avez généralement les actifs qui protègent contre le risque qui chutent. C'est le cas de l'or, mais ce n'est pas le cas des marchés obligataires. Ces marchés obligataires devraient être délaissés, avec des perspectives de 15 ou 20% de hausse des bourses mondiales en 2021. Donc maintenant, on est vraiment rentré dans la mer de toutes les bulles. Et Christine Lagarde nous a bien dit sur tous les tons qu'elle y participerait, qu'elle y prendrait sa part et qu'elle assumait pleinement l'héritage de Mario Draghi, qui avait donc transmis le flambeau à Christine Lagarde sur cette phrase « La Banque centrale européenne interviendra, alimentera sous forme de quantitative easing aussi longtemps que nécessaire. Or, dans une économie de marché où il n'y a plus de marché, lui aussi longtemps que nécessaire, ça s'appelle l'éternité. » Très bien. Et donc, pour compléter, Olivier Delamarche, est-ce que le risque de ce que vient de décrire Philippe Béchade, c'est une libanisation des économies et des banques centrales? Alors, oui, c'est une libanisation, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire, donc là, Philippe est revenu sur la soviétisation, c'est-à-dire, en fait, l'administration des prix. Les marchés, c'est une grande machine à calculer et à faire des prix. D'accord ? Les marchés, quand ils sont libres, c'est une grande machine à faire des prix. Et malheureusement, force est de constater que aujourd'hui, le prix est fabriqué par les banques centrales et non plus par le marché. Et donc, vous obtenez des espèces de délires, vous obtenez une bulle énorme où vous avez des prix qui n'ont plus rien à voir avec la valeur du titre ou de l'obligation. Vous avez aujourd'hui des taux à long terme qui sont à zéro. Un taux à long terme qui est à zéro, voire négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avenir est plus certain que le présent. C'est idiot. On sent bien tous quand même que c'est idiot. Donc, vous avez des titres, des actions qui aujourd'hui se retrouvent sur des niveaux qui ne veulent absolument plus rien dire. Je vais prendre, pour énerver tout le monde, je vais prendre le titre Tesla. Le titre Tesla a franchi les 500 milliards de capitalisation. Tout ça pour un gars qui vend péniblement 300 000 voitures. Donc, c'est grotesque. C'est grotesque, mais on est dans cette espèce de fuite devant le prix. On ne s'occupe absolument plus de ce qu'est une valeur d'entreprise. Tout le monde s'en fiche. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gestions sont automatisées et maintenant, c'est plus des robots qui font la gestion plutôt que des gérants qui réfléchissent et qui achètent sur la base d'une valeur intrinsèque d'une société.
Sur la libanisation, on le voit bien aujourd'hui. C'est quoi une libanisation? Alors, au niveau sociétal, on voit très bien qu'il y a une hausse des communautarismes en France et qu'il y a on risque de se diriger petit à petit vers des clans, exactement comme au Liban, hein, qui se tiraient joyeusement dessus dans la rue. Cet été, je vous rappelle tout de même que à Dijon, qui est quand même une petite ville, hein, à Dijon, on a eu un affrontement entre Tchétchènes et Maghrébins, enfin, où on est vraiment dans un processus de libanisation. Et puis, vous avez la libanisation économique. Hein. Qu'est-ce qu'on fait économiquement, les Libanais? D'abord, ils se sont complètement désindustrialisés. Ils sont devenus une économie uniquement tertiaire, ce qu'on est en train de faire, hein, d'ailleurs, dans à peu près tous les pays. Parce qu'on vous parle de réindustrialisation, mais c'est de la blague, ni aux États-Unis, ni en Europe. Hein. Et donc, une économie qui est purement tertiaire, avec des banques qui font quand même n'importe quoi, avec une banque centrale qui fait aussi n'importe quoi, c'est-à-dire qui arrose exactement comme le font les banques centrales européennes et américaines et autres. Et puis tout d'un coup, perte de confiance, la livre libanaise qui s'écroule, fermeture des banques, et où on vous donne la possibilité de retirer 400 balles par semaine pour pouvoir aller manger. Ça, c'est la réalité économique, avec un chômage qui explose, avec une dette qui a explosé. Mais quand on regarde les chiffres de chômage au Liban, quand on regarde les chiffres de dette libanaise, quand on regarde ces différents indicateurs, malheureusement, j'ai quand même une mauvaise nouvelle, hein, c'est qu'en Europe, on est très très proche de ces niveaux-là. Hein. Donc, il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui ont des niveaux de dette et des niveaux de chômage et des niveaux d'activité qui sont calqués sur le Liban. Donc, on est en train, oui, de petit à petit d'aller vers une économie libanaise et probablement, ça se finira exactement comme c'est en train de se passer au Liban, c'est-à-dire par un effondrement économique du pays. Alors, pour ceux qui auraient tendance, parce que c'est toujours le réflexe, pour ceux qui auraient tendance à croire que sous prétexte qu'on est en France, on est protégé de ce genre de choses parce que les Libanais, c'est quand même des sauvages hein, par rapport à nous. Je rappelle quand même que le Liban, c'était la Suisse du Moyen-Orient. Hein, donc, pour ceux qui pensaient que c'était un pays pauvre, c'était la Suisse du Moyen-Orient et qu'ils avaient une économie qui n'avait rien à envier à beaucoup de pays européens. Donc, mais ça, c'était avant. Et c'était avant de faire les bêtises qu'ils ont fait, mais qu'on est en train de faire, je vous rassure. Et malheureusement, si vous voulez, quand on lit un petit peu tout ce qui se passe depuis quelques années, au niveau de nos classes politiques, parce qu'on va aussi vous dire ouais, mais attention, parce que au Liban, la classe politique était corrompue, etc. Je vous dirais, écoutez, c'est à peu près la même chose dans beaucoup de pays européens, et notamment la France. Hein. Et donc, vous avez quand même une équipe de bras cassés en France au niveau politique qui est en train, là, joyeusement de nous emmener dans le mur. Donc, je ne vois pas très bien pourquoi on s'en sortirait mieux que les Libanais. Merci Olivier pour ces précisions. On va passer aux questions, mais je pense, Philippe, que ça va vous permettre de poursuivre votre intervention. On a par exemple des questions sur la disparition potentielle des banques de détail ou des banques si le projet d'euro numérique finit par aboutir. Est-ce que c'est une question qui vous intéresse? Oui, bien sûr. Je l'ai un petit peu évoqué d'ailleurs dans l'introduction. Voilà. Et est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que c'est une technique pour la Banque centrale européenne
d'essayer de contrôler encore plus le flux financier? Alors, je reviens sur l'annonce de Christine Lagarde le 31 octobre, je crois. C'était un dimanche. Donc, la chouette, ce jour-là, ne faisait pas relâche. Et elle a convoqué la presse pour dire un dimanche qu'elle se verrait bien sonder quand même les Européens, voir s'ils approuveraient ou pas la naissance d'un euro numérique. Bon, généralement, quand vous avez un banquier central qui vous dit « je vais commencer à sonder pour voir si ça plairait aux gens », la réponse, on sait déjà quelle est la réponse souhaitée et on sait probablement déjà comment on va obtenir une réponse affirmative. C'est une piste. Alors, la mise en place d'une monnaie numérique, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça ne sera pas pour le printemps 2021, mais ça peut être pour 2023 ou 2024. Après, reste à savoir si on met en place une architecture peer-to-peer, c'est-à-dire la banque centrale mettant en relation directement le consommateur et le vendeur du bien et service, ou est-ce que ça sera une architecture blockchain? Tout ça n'est pas encore arrêté. On y réfléchit, pas seulement à la BCE, on y réfléchit surtout également à la Banque des règlements internationaux, où on a un de nos éminents banquiers centraux qui est justement le monsieur blockchain à la BRI. Bon, quand vous avez ce genre de déclaration un dimanche, il y a clairement la volonté de véhiculer un message qui a été très bien compris, je pense. Alors, si la BCE se substituait à Visa, Mastercard et autres American Express et aux banques de détail, évidemment, on va dire, ils n'ont plus qu'à mettre la moitié des gens au chômage. C'est peut-être pas non plus on va dire la solution dans des économies où on va avoir au printemps prochain, à partir de mars ou avril, d'après les papiers que j'ai pu lire d'experts comptables, j'en connais quelques-uns, pour eux, les petites entreprises françaises, PME, PMI, il n'y a malheureusement pas vraiment d'équivalence qu'on a en Allemagne, c'est-à-dire des très très grosses PME, eh bien, on va dire que l'asphyxie financière, d'après nos experts comptables, elle est pour dans 3 ou 4 mois. C'est demain. C'est demain. Il va falloir que le gouvernement réagisse très très vite et qu'il voit auprès de la BCE si elle est d'accord, effectivement, pour financer les besoins en trésorerie des entreprises. Pour en revenir donc à la question de l'euro numérique, le délai de mise en place va prendre du temps, mais la BCE peut faire autre chose. La monnaie numérique permettrait à la BCE d'alimenter les comptes directement, en passant par-dessus les États, les budgets, en passant par-dessus Bercy. Bon, ça ne va pas se faire tout de suite. Par contre, ce que peut faire la BCE, c'est qu'elle peut très très bien dire à des États, ah, là, vous avez décidé de fusionner toutes les aides, APL, RSA, diverses aides, et en faisant une allocation unique. Ah ben c'est très très bien ça, on trouve ça très intéressant. Si vous voulez en faire pour le 1,5 million de chômeurs qu'il y aura en plus en France d'ici avril prochain, ben là on va vous soutenir. Si par contre la France dit ah ben là on va rallonger les périodes d'indemnisation de chômage, là la BCE pourrait vous dire ah ben non ça fait du déficit, ça ne nous plaît pas du tout ça. Non. Donc si vous faites de l'allocation universelle, on est pour. Si vous êtes pour creuser les déficits, là on serait contre. Voilà par exemple. Donc je dirais que la BCE là aussi va continuer de faire du politique, puisqu'elle peut valider tel ou tel choix d'un gouvernement, le valider par le financement qu'elle offre ou qu'elle n'offre pas, donc orienter des choix extrêmement lourds en termes de conséquences sur nos économies. Il y a une question qui complète peut-être ce que vous venez de dire, c'est est-ce que cet euro numérique ou crypto-euro
n'est pas une réponse au fait que les crypto-monnaies intéressent de plus en plus des citoyens. Et finalement, la peur que les politiques monétaires publiques soient un peu dépassées par ces monnaies, j'allais dire, parallèles. Bon, alors ce ne sont pas des monnaies, hein. D'ailleurs, la plupart des gens… Crypto-actifs. Crypto-actifs, exactement. De toute façon, faites un sondage, 90% de la population ne sait pas ce que c'est fondamentalement qu'une monnaie. J'ai beaucoup de mal à expliquer aux gens que lorsqu'ils ont un billet de 50 euros, ce n'est que le 50 milliardième du budget national, de la dette nationale. Donc, il y a quand même une matérialité derrière ce billet, c'est que c'est quand même une partie de la dette. Alors, le dollar, j'en parle même pas. Je précise d'ailleurs que 20% de tous les dollars jamais imprimés depuis que le dollar s'appelle dollar, ça remonte donc à un peu plus de 2 siècles et demi, 20% de tous les dollars circulants ont été imprimés depuis mars 2020. Voilà. Pour l'euro, c'est pareil. Les banques centrales impriment. Donc, effectivement, on a une légitime inquiétude sur qu'est-ce que vaut vraiment la monnaie. Bien sûr, Olivier l'a évoqué, il y a un moment où il peut y avoir perte de confiance, mais on ne connaît pas empiriquement à partir de quel ratio de dette sur PIB ou à partir de quel encours de la BCE, on se dit mais cette BCE, elle est peut-être dans une situation un peu inconfortable, qu'est-ce que vaut notre monnaie? On n'a pas aujourd'hui d'outils scientifiques ni même théoriques pour dire à partir de tel niveau d'impression, il y aura perte de confiance dans la monnaie. On ne le sait pas, mais on se doute qu'effectivement, il existe une limite. On ne sait pas où elle est, mais intellectuellement, on se dit il y en a certainement une. Donc, si d'un seul coup, ces monnaies devaient d'un seul coup être terriblement amoindries par l'inflation, qui est quand même le but recherché, hein, créer de l'inflation pour réduire la dette, que deviendrait mon pouvoir d'achat? Or, aujourd'hui, on ne voit pour l'instant pas surgir d'inflation. Mais là aussi, intellectuellement, on se dit c'est impossible que cette inflation ne finisse pas à un moment par surgir. Alors, pourquoi pas aller effectivement vers un actif, par exemple, comme le Bitcoin, avec un nombre d'unités limité. Alors certes, on peut le subdiviser en milliardièmes, 10 milliardièmes, 100 milliardièmes, donc voilà, on va pouvoir avoir les unités nécessaires. Moi, ce qui m'embête dans le Bitcoin, c'est qu'aujourd'hui, 4% des adresses de détenteurs de Bitcoin détiennent, tenez-vous bien, 96% de ces unités. Donc, quand vous dites que le citoyen commence à s'intéresser aux cryptos, pour l'instant, 96% des cryptos détenus par 4% on va dire de vrais opérateurs, moi, je ne mettrais pas un centime dans quelque chose où je sais que les 4% qui se connaissent tous peuvent manipuler ça absolument, mais comme ils veulent. Alors, je suis bien d'accord que les banques centrales manipulent aussi les devises, manipulent le prix des actifs, enfin, quand même pas dans ces proportions. Et voilà, donc la limite de l'intérêt qu'on peut porter aux cryptos, c'est le fait que pour l'instant, elles sont extrêmement concentrées dans quelques mains et j'aimerais bien connaître les intentions des détenteurs. Est-ce que ce sont des gens qui ont comme principal souci de protéger ceux qui sont également propriétaires de Bitcoin ou d'autres crypto-actifs, les protéger de très très fortes variations qui peuvent faire d'eux des princes un jour et un mendiant le lendemain. Très bien. Olivier, vous allez répondre à la dernière question parce que l'heure tourne, si vous voulez bien. Avec la multiplication du volume d'argent en circulation, alors que les ressources naturelles à consommer sont limitées, elles, est-ce que ça va poser un problème un jour ou est-ce qu'il y a un sujet là-dessus, selon vous, dans l'évolution des choses? Alors, est-ce que je peux juste apporter une petite précision d'abord à ce que disait
Philippe. La première chose, c'est que l'euro, il est déjà numérique. Hein, sur vos comptes en banque, c'est pas du papier qu'il y a dans un coffre, c'est déjà du numérique. Donc, c'est simplement échanger un protocole contre un autre, un, en mettant, en introduisant une blockchain dans le système. Mais on est déjà dans du numérique. Vos comptes, c'est une suite de 1 et de 0, et donc là, rien de changé. En revanche, ce que je pense de la Banque centrale, pourquoi elle a fait ça, il y a deux, à mon avis, deux questions qu'elle se pose. Un, pour récupérer cette technologie qui lui semblait dangereuse parce que permettant à certaines personnes de s'échapper du circuit classique. Ça, c'est la première chose, à mon avis, qu'elle a voulu faire. Alors, c'est pas fait, hein, comme le dit Philippe, ça se fera. Vous ne paierez pas demain matin votre baguette de pain avec une technologie blockchain, hein, parce que c'est beaucoup trop lourd et beaucoup trop compliqué pour ça. Et la deuxième chose, à mon avis, qu'elle essaie de faire, cette banque centrale, c'est de récupérer la main, puisqu'il y a quand même l'euro qui est contesté, l'Union européenne qui est contestée aussi par plusieurs pays. Et elle se dit que si elle maîtrise l'euro complètement, au lieu d'avoir des banques centrales qui sont restées quand même la Banque de France, la Banque d'Allemagne, la Bundesbank, etc. Si elle peut récupérer et centraliser l'euro, ça peut être une façon d'empêcher les gens d'en sortir. Ça me paraît plus probable que le reste. Sur votre question, vous me la rappelez parce que je l'ai oublié. Alors, comme malheureusement on n'a plus le temps, mais que votre conclusion sur l'euro était extrêmement parfaite, on va se contenter de cette conclusion. Je vous remercie beaucoup tous les deux pour votre présence. On espère que l'année prochaine, on pourra vous voir sur scène. On préfère toujours, même si vos paroles et vos interventions étaient évidemment très intéressantes. Et merci beaucoup d'avoir trouvé le temps d'être disponible derrière vos écrans depuis chez vous un samedi après-midi.